Regardez les arbres, ils avancent. Vide esprit de tout ce qui n'est pas arbre. Les arbres. Vide. C'est une arbre qui chante. Tout ce qui manque à cette petite graine, c'est un peu de temps. Donc c'est vraiment au fur et à mesure des années et de la prise de conscience des problématiques environnementales, climatiques et de mes lectures, de mes expérimentations que j'ai vu l'importance de tout ça et d'aller vers du bio et du naturel. Au départ, je l'avais pas commencé comme ça. Et puis il y avait toujours ce problème du terrain. Je me dis mais si j'ai pas de terrain, qu'est-ce que je fais quoi? Je peux pas continuer. Donc oui, j'ai glané à gauche à droite des petits terrains, mais je me dis si un jour j'en ai plus et je ne sais pas planter une année, mais qu'est-ce que je fais? D'office, je perds une année où je pourrais pas vendre. C'est déjà un challenge quoi, de tenir le coup. Il y a beaucoup de moments où j'ai dit qu'est-ce que je fais quoi? Je continue, j'arrête. Ce qui me donne vraiment la passion en fait pour la pépinière, c'est la production et à côté en fait c'est vraiment ce contact avec les clients et de pouvoir les conseiller. Il y a mes arbres qui partent chez eux et je pense que voilà, ils ont trouvé un endroit, une maison et qu'on va bien s'occuper d'eux et quand ils m'envoient une photo en fait de leur plantation, voilà, je trouve ça super gai et super valorisant. En fait. Vous écoutez Arbre, le podcast belge qui parle des planteurs et planteuses d'arbres. Dans cet épisode, je me rends aux pépinières de la Hunelle, près de Ath, pour rencontrer Marie Forêt, qui se lance dans la production d'arbres fruitiers. Eh bien, bonjour Marie Forêt. Bonjour, bonsoir. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu comment on devient pépiniériste ? Comment on devient pépiniériste? Donc, déjà, c'est une passion, je pense, pour les plantes depuis toute petite. Et après, j'ai choisi des études de bio-ingénieur, donc j'étais vraiment dans l'apprentissage des plantes, des végétaux, comment ils fonctionnent. Et après, pourquoi ça m'est venu comme ça? Je pense que j'ai toujours aimé multiplier, bouturer des plantes, et c'est devenu un peu quelque chose de naturel en fait pour moi. Et donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai cherché en fait une pépinière parce que j'avais quand même peur. Je ne connaissais pas du tout le boulot de pépiniériste. Quand j'ai fait mes études, on n'apprend pas du tout ce métier-là. On apprend tout ce qui est théorique, mais rien de pratique. Et donc, j'ai cherché une pépinière et j'ai travaillé 1 an dans une pépinière du côté de Louvnier. Et là, je me suis rendu compte du métier, de ce que c'était, le cycle en fait de la pépinière parce que j'ai travaillé 1 an. Donc les gros rushs au moment de novembre, décembre pour la préparation des commandes. Et puis après, toute l'année, la préparation. Donc j'ai travaillé surtout dans les plantes en pot. Et alors on allait en été aider pour le greffage. Donc j'ai appris le greffage, le tutorage et un peu la taille. Et après, c'est plutôt la vie qui a fait que j'ai dû partir parce que voilà, mon compagnon était de l'autre côté de la Belgique et moi j'étais du côté de Louvnier. Donc à un moment, il faut choisir. Et la pépinière à Louvnier, c'était juste pour voir qu'est-ce que c'était. C'était pas, je voulais pas travailler dans une pépinière en tant que telle. Pour moi, je voulais ouvrir ma propre pépinière pour justement pouvoir gérer l'ensemble de la culture. Et donc après, on s'est dit, on essaye. Si ça ne marche pas, si finalement ça ne me plaît pas, on arrêtera. Et voilà. Et donc on a cherché un terrain du côté de Ath et on a trouvé ce terrain-là et on a commencé à se lancer. Les premiers porte-greffes, on a planté, on a eu un été très sec, c'était très difficile parce qu'on n'habitait même pas encore sur place. Et en fait, c'est vraiment d'une année à l'autre, c'est vraiment de l'apprentissage tout le temps parce que oui, j'avais un petit apprentissage, mais le cycle complet sur plusieurs années, je l'avais pas appris quoi. Et donc c'est tout un cycle d'essais, erreurs et d'amélioration. Et c'est ça qui est gai, c'est que on sait tout le temps s'améliorer et voir ses erreurs et échanger et modifier. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup aussi dans ce métier-là. Mais pour revenir à tes motivations, je veux dire, ça t'intéressait déjà quand tu étais enfant ou... Quand j'étais enfant, je n'étais pas vraiment dans les arbres, c'était pas vraiment ça. C'était plutôt des plantes d'intérieur même, bizarrement. Et là, oui, je faisais du marcottage, du pouturage, il y en avait toujours plein à la maison et voilà, j'arrêtais pas. Donc j'étais beaucoup dans les plantes. Les parents ont un grand potager, donc on a toujours aidé, on était toujours dehors aussi à aider au potager. Et je me suis toujours intéressée aux plantes. Je faisais des petites fiches, comment les entretenir. Enfin, j'avais vraiment de savoir les connaître en fait finalement, de savoir comment elles fonctionnent. Et donc moi après mes études, c'était un peu une évidence finalement de partir. C'était un bio-ingénieur que j'ai fait et il n'y a pas des options? Oui, donc moi j'ai fait défense des végétaux. Donc c'était quand même parti.
C'est vraiment la dernière année où on s'est spécialisé dans la défense des végétaux ou l'horticulture, donc j'ai fait tout le cheminement vraiment vers l'apprentissage des plantes. Parce qu'en effet, bio-ingénieur, il y a la partie chimie, la partie génie rural, que ça je n'ai pas suivi. Mmh. Et donc c'est plutôt quoi, l'écologie, la défense des végétaux? Non, c'est vraiment la phytopathologie en fait. C'est l'apprentissage des maladies des plantes par contre. Maladies des plantes, savoir comment les soigner, et, comment les éviter aussi un petit peu. C'est moins la connaissance du sol pour dire d'éviter. Maintenant, je suis plutôt dans un... J'essaye d'apprendre comment les éviter et mettre tout en place pour éviter que les maladies n'arrivent. Mmh. Que c'est vrai qu'en ingénierie, on apprend c'est quoi la maladie et qu'est-ce qu'on met dessus, quel traitement on met dessus pour l'éviter, quoi. Oui, donc c'est encore un peu daté. Il n'y a pas beaucoup d'agroécologie dans les études de bio-ingénieur aujourd'hui. Non. Peut-être que maintenant ils en introduisent, mais non, c'est fort daté, oui. Non, c'est plutôt par mes lectures que j'ai approfondi mes connaissances et que j'ai eu envie d'aller plutôt vers une pépinière, une agriculture plutôt bio, donc ne pas utiliser d'intrants, laisser du couvert végétal pour laisser justement les auxiliaires arriver et oui, aller dans ce sens-là, quoi. Ok, et est-ce que dans ta première expérience, là où tu as pris la première pépinière, est-ce que c'était bio ou c'était quel genre de... Non, c'est une pépinière conventionnelle, donc... en pépinière, on n'a pas tant de traitement que ça, donc c'est pas comme si c'était très intensif comme les arboriculteurs fruitiers où eux, ils doivent absolument éviter une maladie parce que sinon ils vendront pas leurs fruits. Donc c'est pas non plus... Il n'y a pas énormément de traitements sur une année, mais il y en a. Par exemple, s'il y a des pucerons, on traite avec un insecticide. Des tavelures, on traite avec des fongicides. Oui, il y en a, pas énormément, mais il y en a. Et donc là, non, c'était pas du tout... Non, c'était une pépinière conventionnelle. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de t'orienter vers le bio ou comment ça s'est fait? Non, pas vraiment, parce qu'au départ, j'ai commencé vraiment, c'était pas cette orientation-là, c'était plutôt une orientation production d'arbres fruitiers, parce que j'aimais bien en fait tout ce qui était comestible, et donc je m'étais vraiment orientée là-dessus. Au départ, je voulais être un peu généraliste, donc j'avais dans l'idée d'avoir donc arbres fruitiers et ornemental. Mais commencer à être trop généraliste toute seule, ce n'est pas possible. Et donc je me suis vraiment spécialisée dans ce que j'aimais vraiment bien, tout ce qui était comestible, tout ce qui pouvait rapporter finalement de l'autonomie aux gens. Et donc au départ, non, j'ai commencé vraiment tout à fait conventionnel. Donc au départ, mon champ, il était travaillé, donc il n'y avait pas d'herbe, les rangs, ils étaient binés tout le temps, donc il n'y avait rien, quoi. Et donc là, je me rends compte que finalement, quand on travaille comme ça, on doit apporter des intrants, on devra apporter de l'engrais. Au départ, j'ai pas dû apporter d'engrais parce que c'était une prairie riche, et donc je voyais que mes arbres poussaient super bien. Mais après, je me rends compte que si je veux garder cette fertilité, il faut travailler plus naturellement et donc laisser plus de nature, plus de végétaux, et donc laisser des rangs enherbés pour pouvoir toujours avoir cette matière organique qui reste présente, quoi. Donc c'est vraiment au fur et à mesure des années et de la prise de conscience des problématiques environnementales, climatiques et de mes lectures, de mes expérimentations que j'ai vu l'importance de tout ça et d'aller vers du bio et du naturel. Au départ, je l'avais pas commencé comme ça. Ok. Et ça suffit pour gérer d'éventuelles maladies Oui, après, pour l'instant, j'arrive vraiment à gérer. Et le fait de laisser beaucoup plus naturel, je vois qu'en fait, les auxiliaires, ils sont beaucoup plus présents. Parce que d'office, on a des problèmes de pucerons. Mais moi, les pucerons, en fait, en pépinière, c'est que ça... Mes troncs ne commencent pas droit, en fait. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Et je le vois maintenant, c'est que au départ, j'ai 2 semaines où les pucerons sont là, et puis les coccinelles arrivent directement après. Et finalement, j'ai pas besoin de traiter, quoi. Et si vraiment je vois une invasion importante, je pensais plutôt faire purin d'ortie, des solutions plutôt naturelles. Mais je vois ici les dernières années que j'en ai pas eu besoin, donc voilà. Tant mieux. Est-ce qu'on peut faire un peu de descriptif? Tu me disais qu'il y avait plusieurs parcelles. Oui, donc quelle surface? Ouais, donc la parcelle à Tongres-Saint-Martin, on a 50 arts. Notre problématique, c'est de trouver du terrain. Je pense que c'est un peu le problème de tout pépiniériste qui commence. Donc il faut quand même des surfaces. C'est sur un cycle de culture qui prend 3 à 4 ans. Donc forcément, il faut quand même au moins 2 hectares et demi, 3 hectares si on veut pouvoir quand même en vivre. Et donc pour l'instant, on a du terrain donc plus loin, mais à 20 minutes de route, donc c'est pas toujours évident, quoi. Mais voilà, c'est la solution. Enfin, on travaille avec ce qu'on a trouvé.
On a aussi, donc voilà, on s'est arrangé une fois avec un fermier pour aussi cultiver sur des terres qu'il nous a louées. Donc l'idéal, ce serait d'avoir 2,5 hectares, 3 hectares. Ici, sur place, en possession, je n'ai que 50 arts sur lesquels je cultive, quoi. Et donc ici, on est à la recherche d'un terrain à côté de la maison, quoi. Ok. Et donc 50 arts, de ce que j'ai pu constater, il n'y a pas de clôture. Non, donc parce qu'on est à côté de la maison et qu'il y a du passage régulier, etc. Donc de temps en temps, on voit passer des lièvres. Parce que c'est ça le problème en fait en pépinière. Moi, mon problème ici, en tout cas, c'est les lièvres, les chevreuils et tout ça. Ça, j'en ai pas encore eu de problème. Et donc en fait, ils rongent l'écorce, notamment des pommiers. Ils adorent ça. Et après, ça compromet en fait le greffage et la difficulté après de greffer et puis de monter des arbres et puis avoir des arbres abîmés. Voilà, ce ne serait pas vendable. Donc ici, voilà, on n'a pas mis de clôture. Sur les autres parcelles qu'on va acquérir, c'est bien le but, puisqu'elles seront un peu plus loin de la maison, un peu moins surveillées peut-être, et donc là, mettre quand même une clôture, parce que sinon, oui, c'est difficile à gérer sans ça, quoi. La parcelle qui est un peu plus loin que chez nous sur Chièvre, on a dû la clôturer parce qu'on a eu des ennuis très importants de lièvres qui ont rongé en fait les écorces de tous les pommiers ce printemps-été. Donc on a clôturé, ouais. Juste les pommiers. Là, on a clôturé la parcelle pour être sûr, mais souvent c'est d'abord les pommiers et quand ils n'ont plus rien ou qu'ils cherchent autre chose, ils vont peut-être prendre les pruniers, mais en tout cas ici en pépinière c'est plutôt les pommiers qu'ils aiment bien. Et j'ai constaté que au niveau de la région, il y a beaucoup de pépinières dans le coin, en région Wapi, c'est ça? Nous, donc en fait ici, il y en a pas tant que ça vraiment au niveau de Haute-Chièvre. Après, il y a toute la région de l'Esdin, donc il y a les pépiniéristes de l'Esdin, qui eux, oui, c'est une région qui est connue depuis plusieurs dizaines d'années. Ils sont vraiment gros producteurs d'arbres, arbres fruitiers, mais aussi arbres d'ornement. Mais c'est quoi? C'est le sol, c'est le climat, c'est culturel, historique Je pense que c'est plutôt culturel et historique, parce que ici dans la région, en fait, Wapi, en effet, on a des sols qui sont quand même bons. C'est argilo-limoneux, donc assez profond. Donc finalement, qui se prête très bien à la culture des arbres de pépinière, quoi. Après, la culture des arbres est quand même assez plus évidente peut-être que des cultures légumières. Allez, je me rappelle, là où j'étais à Louvenier, c'était proche de l'Ardenne, donc c'était vraiment très caillouteux. Les arbres poussaient quand même très bien, malgré, je sais qu'ils avaient des difficultés de passage avec les tracteurs pour les plantations et tout ça. C'était des terres qui étaient caillouteuses, donc pas évidentes non plus, pentues. Donc pour l'arrachage, c'était pas évident. Mais je voyais que les arbres se portaient très bien, donc je veux dire, les racines quand même assez importantes des arbres permettent quand même de coloniser des endroits aussi moins favorables. J'ai vu sur le site que la pépinière existe depuis 7 ans. Enfin, peut-être 8 maintenant, je ne sais pas. Est-ce que sur cette expérience, tu as déjà vu une évolution, que ce soit du climat ou des façons de travailler? Oui, oui, je pense qu'au niveau du climat, il n'y a pas de doute, on voit une modification. Et donc les sécheresses posent problème aussi pour la reprise des plants. Je ne sais pas, moi, je suis pas vraiment équipée pour arroser, donc je sais pas mettre de goutte à goutte ni rien, puisque c'est quand même des surfaces assez importantes. Ce qu'on peut faire juste, c'est aller avec un cubi et arroser vraiment les jeunes plants quand on attend ces grosses sécheresses au printemps-été. Et donc, ce que je constate ici, c'est que, en effet, par exemple, cette année-ci où il a fait une très grosse sécheresse, les plants, surtout on a une parcelle qui est plutôt sablonneuse, du côté de Jurpise. Et là, en effet, les plants, ça draine plus, donc l'eau reste moins, et les plants poussent moins bien que s'ils auraient été, par exemple, ici ou dans un sol plus argilo-limoneux. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on va perdre une année de culture. Enfin, une année, oui. On va pouvoir vendre les arbres un an plus tard, en fait. Ils ont pas atteint la taille qu'ils auraient dû atteindre. Et le fait, ce que je remarque, de manière assez importante, c'est le fait d'enherber. Ça permet justement de rafraîchir un peu plus la terre et d'avoir cet effet protecteur en fait du sol et de justement les aider au niveau de la sécheresse. Les arbres supportent un peu plus la sécheresse avec de la verdure aussi autour d'eux, quoi. Oui, ça je comptais en parler un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant parce que tu parlais de faire des essais en engrais verts, en plantes mellifères. Comment ça se passe ces essais?
Donc ici, comme on veut rentrer vraiment vers le bio, notre problématique c'était surtout le désherbage parce qu'en fait ça demande un temps énorme pour une valeur ajoutée qui n'en a pas vraiment. C'est fatigant, c'est pas très gai, j'avoue, je n'aime pas ça, même s'il y en a qui aiment bien, je n'aime pas ça. Et donc en fait, on essaie ici vraiment de trouver des alternatives pour éviter ce travail ou le diminuer le plus possible. Donc une chose qu'on a mise en place depuis l'année passée, c'est en fait des bandes de chanvre, donc des rouleaux de chanvre qu'on place. Donc c'est quand même un certain travail parce qu'on plante d'abord les arbres et après on place cette bande de géochanvre sur la ligne d'arbres pour justement éviter la concurrence parce que quand les porte-greffes sont tout jeunes, l'enherbement fait quand même une concurrence assez importante la première et la deuxième année et compromet un petit peu la pousse de l'arbre. Donc ce chanvre permet de ne pas devoir biner parce que c'est vraiment comme c'est un paillage mais sous forme de rouleau de chanvre. Donc ça permet de ne pas devoir biner et ça permet aussi justement de maintenir l'humidité. Donc ça permet quand on vient de faire la plantation que l'humidité justement que le sol a emmagasiné l'hiver reste beaucoup plus longtemps et donc les plants ils ont plus facile à reprendre dès le printemps. Donc ça c'était un premier essai, c'est pour l'enherbement qui moi me posait problème et donc ça a l'air d'être une bonne solution à voir, hein, ça fait que la première année qu'on a mis en place. On va refaire cette année-ci pour la prochaine plantation. Il faudra tondre en fait donc l'enherbement ce sera entre les lignes d'arbres et là on tond en fait les bandes enherbées qui permet en fait de ramener la matière organique au sol. Et c'est un enherbement spontané ou vous semez quelque chose? Ça c'était la grosse question. Au départ, on a semé de l'engrais vert, on a essayé. J'avais pas l'impression que ça apportait beaucoup plus finalement que laisser simplement pousser la fleur naturelle, le mouron, les kénopodes et tout ça, et de les tondre simplement. Et voilà, on se pose encore des questions. Est-ce qu'on mettrait pas de la consoude aussi parce que ça fait quand même beaucoup de matière et justement ça permettrait de rapporter plus de matière encore au sol. Donc là, j'avoue que c'est un peu en questionnement. Je pense que cette année, on va essayer des bandes semées, des bandes enherbées, mais spontanément. Et peut-être d'autres engrais verts. On m'a parlé de l'origan aussi, qui pourrait... Donc voilà, je pense que cette année, ce sera un petit peu des essais encore. Sur le retour d'expérience sur ces temps par rapport aux clients, par rapport au mode, ce qui se vend moins bien, est-ce que tu vois une évolution à ce niveau-là? Donc moi en fait j'ai commencé de rien, donc ça c'était pas facile non plus. Donc en fait la pépinière je l'ai pas commencé à temps plein, donc j'étais pendant longtemps en activité complémentaire en 4/5e et je travaillais la pépinière le vendredi et tout le reste du temps quoi. Et donc en fait le problème c'est que il faut vraiment se faire connaître, mais en ayant une activité de salarié à côté, j'avais pas non plus beaucoup le temps de commencer à faire de la publicité, de promouvoir et tout ça. Et en plus je commençais donc je devais aussi apprendre. Donc je ne produisais pas des quantités très importantes. C'était vraiment de l'apprentissage et en même temps commencer à faire connaître la pépinière. Et donc ça fait seulement depuis cette année que je me suis mise à temps plein en fait. Donc là je ne fais vraiment que ça. Parce que en fait j'ai vu au fil des années donc forcément la clientèle, le bouche à oreille qui a fait énormément, les clients qui étaient satisfaits et donc en fait finalement j'avais de la demande qui augmentait quoi. Et donc au fil des années, même au départ j'ai stagné, j'avais planté je ne sais plus 1000 arbres au départ, je suis revenue en arrière, j'en ai planté moins, puis j'en ai planté plus, mais le problème c'est que j'ai toujours un décalage de 3 ans entre la plantation et la vente. Et donc ici ça fait depuis l'année passée en fait la demande elle est vraiment très importante, mais par contre ma quantité elle était encore faible. Et donc ici donc l'évolution c'était vraiment ça, c'est la demande augmente, je pense que les gens reviennent vers être autonomes de plus en plus. Et le fruitier fait partie de cette autonomie. Le fait que ce soit des arbres, donc ils absorbent du carbone, donc ils aident vraiment aussi à aider tout ce qui est changement climatique et avoir un impact positif sur ces changements et sur l'environnement. Donc les gens en prennent de plus en plus conscience, on en parle de plus en plus, et donc c'est quelque chose que les gens veulent mettre en place, et donc et la demande augmente de par ce biais-là. Et il y a les subsides aussi qui augmentent la demande. Donc c'est ça que je voulais aussi dire. Donc il y a des subsides à la plantation. Pour ma part, donc au niveau des fruitiers, donc c'est surtout les hautes tiges. Et donc on a toujours des stocks épuisés en hautes tiges parce que il y a cette subvention et donc la demande est là.
Et le problème en pépinière, on en a déjà discuté avec d'autres pépiniéristes, on a un peu freiné aussi parce qu'on ne sait pas jusque quand ces subsides vont être mis en place. Mais une fois qu'ils vont s'arrêter, on se dit est-ce que la demande sera toujours là ou est-ce qu'elle va s'arrêter? Mais nous, on est toujours décalé de 3-4 ans facilement, donc il n'y a pas de garantie. Donc voilà, moi j'augmente parce que je sais que je peux augmenter un petit peu parce que voilà, je suis encore une petite pépinière, on va dire. Mais ceux qui sont plus gros, ils peuvent se dire mais je peux pas multiplier du double ma production, ça tombe, elle va me rester sur les bras dans 4 ans, quoi. Donc voilà, donc la demande elle est là. Donc l'évolution que j'ai vue, donc c'est vraiment cette demande croissante pour le fruitier aussi notamment, et moi mon amélioration personnelle de production. Je suis beaucoup plus sûre de moi, de comment je dois faire, de comment gérer ma culture, des moments où je dois intervenir. Mais en ayant quand même toujours des expériences à faire, et voilà, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, ça c'est assez nouveau aussi. J'ai pas de collègues vraiment pépiniéristes qui les mettent en place, donc je n'ai pas. C'est difficile en fait d'en discuter et d'avoir des retours d'expérience de leur part en fait. Et donc c'est plutôt des essais, des erreurs et. Il n'y a pas de pépiniériste bio en Wallonie ou en Belgique? Dans mon cercle en fait, pépiniériste de Lédin, il y en a pas, Louveny, il y en a pas. Non. Oui, même les agriculteurs bio, les maraîchers bio, ils doivent, je pense, demander une dérogation pour planter des arbres non bio, du fait que simplement ils sont pas disponibles en Belgique. Ouais, tout à fait. Oui, j'ai des maraîchers qui viennent chercher des arbres et en fait, ça les arrangerait bien en fait que je passe en bio parce que du coup, ils devraient plus faire cette demande de dérogation. Ouais. Et ça, c'est un problème financier ou c'est des contraintes trop difficiles ou... Mais moi, c'était j'ai déjà fait plusieurs fois la demande, donc mes papiers sont prêts. C'était l'enherbement en fait qui me posait problème parce que ce qu'on faisait, c'est que fin de l'hiver, on passait un traitement herbicide pour remettre tout à zéro quand même, parce que sinon c'est un travail mais je veux dire colossal quoi. Surtout des années comme la 2021 où en fait il pleuvait tout le temps, mais on binait et ça ne servait à rien entre guillemets. Et donc c'était plus ça qui me freinait. Donc maintenant, voilà, a priori, les papiers vont être signés ici et après, il y aura les 3 ans de conversion. Et c'est ça le frein. Je lisais sur le site, nous nous sommes améliorés, nous avons expérimenté les techniques, ce qui nous a aussi permis de confirmer certains choix ou au contraire d'en éliminer. Donc, qu'est-ce que vous avez éliminé dans la production ? Dans la production en elle-même, j'ai toujours démarré à partir du fruitier, donc ça je veux continuer. Et en fait, ce qu'on va augmenter, c'est comme on gère bien, par exemple, la base, les pommiers, poiriers, pêchers, etc. Je peux commencer à introduire aussi d'autres fruitiers que je ne faisais pas au départ, parce que je me suis dit, je vais pas commencer avec tout. Donc on va augmenter la gamme avec tout ce qui est les noyers, les châtaigniers, les néfliers. Donc ça c'est en cours on en a déjà, mais voilà, c'est venu après quoi. J'ai commencé par la base et après je suis venue augmenter. Et alors ce qu'on voudrait aussi continuer à développer, c'est toutes les arbustes aussi comestibles, donc arbustes et lianes. Donc je fais déjà kiwi, kiwai, les vignes. Les petits framboisiers, les groseilliers, tous ces petits fruits-là. Mais en fait, j'adore aussi tous les autres fruitiers un peu plus exotiques qu'on entend moins. Et donc voilà, ils sont un petit peu en expérimentation dans notre jardin privé. Donc tout ce qui est popo, tout ce qui est les feijoas, amandiers que je ne sais pas trop non plus. Oui, il y avait des kakis, des nachis. Voilà, les kakis, nachis, ça va, c'est déjà depuis le début. Et donc voilà, on essaye d'expérimenter un peu dans le jardin privé. Et commencer aussi à voir comment les multiplier pour pouvoir proposer en fait une gamme plus large aux clients. Après je leur conseille toujours de poser la base, les pommiers, des trucs qui se conservent quand même bien, et d'ajouter mais par petite quantité plutôt tout ce qui est plutôt exotique, parce que on n'a pas encore un retour non plus énorme sur ces espèces-là. Et donc voilà, c'est vraiment pour dire d'élargir ma gamme et pouvoir proposer plus, parce que j'aime aussi ça en fait, d'essayer, de découvrir de nouvelles choses. Et je vois que les gens ils sont intéressés, et quand on connaît en fait le produit et qu'on sait qu'il est vraiment bien, on peut le conseiller facilement. Et voilà, c'est gai de savoir dire j'ai trouvé cette nouvelle plante et en fait elle est vraiment géniale, elle produit sur un mois. Ici par exemple, c'était les framboisiers noirs
qui fonctionnent un peu comme une ronce, mais qui ont vraiment la forme de la framboise. Et en fait, elles ont produit sur un mois. Je dis, oui, ça, il faut multiplier. Ce serait dommage de ne pas pouvoir le partager avec d'autres, quoi. Oui. Et puis, il y a ce travail d'acclimatation, finalement. On peut avoir des plantes à l'origine exotiques, mais si elles sont acclimatées à notre sol, à notre région, finalement, c'est un peu une facilité. Oui, c'est ça. Si elles sont locales, en fait, elles sont chez nous. Donc, on sait, en fait, qu'elles poussent très bien chez nous. Et qu'on peut les conseiller, quoi. Et on sait aussi conseiller, parce que, on entend parfois certaines plantes, ah oui, elles poussent très bien, elles est telle dimension à l'âge adulte, mais on se rend compte que finalement, chez nous, non, elles vont toujours être un peu plus petites, finalement, elles vont convenir plus pour des petits jardins. Le fait que ce soit vraiment régional et de chez nous, il y a quand même des petites différences qu'on sait, quand on les a chez nous, qu'on sait décrire et conseiller aux clients. Et donc ça, c'est une demande qui est en croissance. Ce sont des arbres qui sont souvent réclamés ou vantés dans le milieu de la permaculture. Moi, je constate, oui, qu'il y en a de plus en plus. Donc moi, en fait, ici, les gens viennent quand même plutôt pour les fruitiers classiques. Mais il y a beaucoup de clients quand même qui essayent de mettre aussi d'autres choses, et quand je leur présente l'autre gamme un peu plus différente, plutôt exotique, du coup oui, ils sont quand même partants, quoi. Ah oui, j'ai quand même envie d'essayer, et donc de plus en plus. Et je vois même les villes aussi, parce qu'on a des demandes d'offres aussi de la ville, et même les villes aussi, ils sont tentés de mettre des kakis, des assiminiers, donc je vois que ça se généralise. Oui, d'autant qu'en ville, il y a souvent des microclimats, il y a des murs, brise-vent, et tout à fait. On peut cultiver des choses qui ne sont pas du tout cultivables dans les champs. Ouais. Quelle est la difficulté principale on a déjà un peu abordé certains problèmes, mais la difficulté principale du métier c'est un mélange un petit peu de tout. Déjà, l'installation... Je veux dire, même pour tout commerce, pour toute installation, ça c'est déjà un challenge, quoi, de tenir le coup et de se dire, si ça va démarrer, c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de moments où j'ai dit, qu'est-ce que je fais, quoi, je continue, j'arrête. Les arbres ne poussaient pas bien, ou parce qu'ils se vendaient pas bien, ou... Oui, et puis j'étais en activité complémentaire, donc c'était beaucoup de charges en fait. Et puis il y avait toujours ce problème du terrain. Je me dis, mais si j'ai pas de terrain, qu'est-ce que je fais, quoi? Je peux pas continuer. Donc oui, j'ai glané à gauche, à droite des petits terrains, mais je me dis, si un jour j'en ai plus et je ne sais pas planter une année, mais qu'est-ce que je fais? D'office, je perds une année où je pourrais pas vendre. Et donc ça, c'était plus le gros frein, c'était le terrain. Et donc ici, a priori, pour l'année prochaine, on a trouvé un terrain, mais ça doit se finaliser. Donc, ça a mis tellement de temps que je ne dis plus que je confirme vraiment, parce que je t'avoue que c'était très long. Mais donc c'était vraiment ce problème. Donc oui, quand j'ai eu confirmation que normalement j'aurais du terrain, mais c'est ça qui m'a un peu plus décidée à vraiment continuer. C'était mon frein, c'était vraiment trouver un terrain et ne plus avoir cette peur de me dire, mais où est-ce que je vais planter l'année prochaine. Peut-être une question, puisque une partie du métier de pépiniériste, c'est aussi le conseil. Il y a un grand débat dans les vergers entre le désherbage et le paillage, notamment les problèmes de campagnols et de rongeurs. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à tes clients ? Donc moi, je conseille, en effet, si il y a vraiment des gros problèmes de rongeurs, si on l'a observé, c'est vraiment en fait de mettre un grillage, donc dans la phase de plantation, de mettre ce grillage remonté au niveau du collet, parce qu'en fait il y a des rongeurs qui attaquent le collet, des rongeurs qui attaquent les racines. Après, c'est une mise en œuvre quand même plus lourde, donc moi je dis toujours aux clients, écoutez, si vous n'avez jamais rien observé dans votre potager ou quoi que ce soit, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Mais maintenant, si vous avez peur, si vous avez ça coûte quand même un arbre, donc si vraiment c'est un gros verger, ça vaut peut-être la peine le coup de mettre ça en place. Et après, au niveau du paillage, oui, moi je conseille vraiment aux gens de tout le temps de pailler leurs arbres. La première année, la deuxième année, donc pour éviter l'enherbement et éviter la concurrence. Et surtout aussi maintenir l'humidité au niveau du pied des arbres, parce que avec les canicules qu'on a,
ça permet vraiment d'aider et de maintenir cette humidité. Et je me dis, si les gens n'arrosent pas pendant 2 semaines, 3 semaines, le fait d'avoir ce paillage assez important, clairement, ça fait la différence, quoi. J'ai déjà eu des clients qui ont eu, qui n'étaient pas sur place parce qu'ils n'habitaient pas encore sur place. Ils ont étalé des rouleaux de foin ou de paille. Ils n'ont pas dû arroser, ils n'ont eu aucune perte. Donc clairement, ça fait la différence. Ouais. Et tu conseilles un paillage en particulier ou... Non, je veux dire, ce qui tombe sous la main, ce que vous avez, des feuilles, de la paille, du foin, même du broyat. Et alors je dis aux gens, écoutez, si vous voyez une fin d'azote, mettez juste un petit peu de purin d'ortie que vous pouvez mettre, mais ce sera toujours mieux que de ne rien mettre, quoi. Ou de faire un mélange aussi de broyat avec de la tonte, par exemple. Oui. De toute façon, si l'arbre manque d'eau, il ne poussera pas bien non plus. Il ne poussera pas bien non plus. Donc non, je conseille vraiment de pailler. Je lisais aussi sur ton site que tu étais intéressé par les jardins-forêts. D'ailleurs, en fait, pour révéler les coulisses, on a dû poser le micro en hauteur et donc on a utilisé le livre Jardin-forêt de Fabrice Desjours, que je recommande par ailleurs. Et dans les jardins-forêts, on parle beaucoup de fixateurs d'azote. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, en produire des fixateurs d'azote ? Peut-être aussi expliquer le rôle du fixateur d'azote. Le rôle d'un arbre ou d'une plante fixatrice d'azote. Donc en fait, le fixateur d'azote, c'est vraiment donc une plante qui va former des nodules dans le sol, et ces nodules vont permettre en fait de capter l'azote atmosphérique sans devoir consommer l'azote du sol. Et donc quand on va le remettre au sol, il va permettre en fait de nourrir le sol en azote, et donc ça permet naturellement et de manière naturelle d'apporter de l'azote et donc de l'engrais. Donc l'azote, c'est vraiment la molécule qui permet de faire pousser les arbres, pas que, mais je veux dire de vraiment apporter de la croissance importante aux arbres. Donc en les coupant, bien sûr, parce que c'est pas juste en les laissant vivre, il faut vraiment les couper pour que ça se dégrade et que ça ramène l'azote. Ils sont pas aussi généreux naturellement. Non, ils sont pas aussi généreux. Il faut un petit peu les contraindre. Mais c'est dingue, en fait, de se dire que le principal engrais, finalement, on peut le trouver dans l'air, complètement disponible, gratuitement, quoi. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Donc ça, c'était... Mais ça, je conseille franchement d'en mettre. Oui, c'est vrai que si vous faites un jardin-forêt ou si vous partez dans cette philosophie de faire un jardin-forêt ou même un verger, il faut quand même avoir des plantes aussi qui permettent justement d'apporter cette matière organique sans devoir l'amener d'ailleurs, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser pour produire des fixateurs d'azote ? Ici, par exemple, oui, je comptais en fait produire par exemple de l'Elaeagnus, du chalef. Donc voilà, j'ai commencé le bouturage d'Elaeagnus parce que je sais qu'il est fixateur d'azote. En plus, voilà, il est persistant, il permet de faire des haies intéressantes. Il fait des baies, donc il est comestible aussi. Donc pour tout ça, oui. Après, je suis pas encore dans la philosophie de produire du fixateur d'azote pour dire de le broyer, de le remettre au sol. Je l'utilise pas encore comme ça. Après avoir, voilà, dans mon assortiment, si je pourrais encore multiplier ça, mais pourquoi pas, oui. On parle, oui, des fixateurs d'azote, mais aussi des plantes qui poussent très rapidement et qui permettent justement de faire... je pensais au saule, par exemple, le saule tétard, il pousse très rapidement. Oui, c'est vrai qu'il consomme l'azote du sol, mais il pousse très rapidement et il permet d'emmagasiner du carbone. Et après, on le broie et on le ramène au sol, quoi. Pour la gestion des maladies, des ravageurs, tu disais faire des expériences avec différents extraits de plantes, des purins. Oui. Donc en fait ici nous on part vraiment, on n'a plus envie de traiter avec des insecticides. Donc on part vraiment sur une gestion, on observe beaucoup. Et on observe aussi les auxiliaires. Est-ce qu'ils arrivent ou pas? Est-ce que la culture, elle a vraiment besoin d'un traitement tout de suite, ou est-ce qu'elle peut encore attendre 15 jours que les coccinelles arrivent, par exemple? Et si vraiment je ne peux pas attendre, alors là, oui, soit je fais un extrait fermenté justement pour limiter ces ravageurs, quoi. Et donc pour les pucerons par exemple, c'est des purins d'ortie avec aussi du savon noir, ça permet aussi vraiment de les éliminer. Et donc pour les pucerons, tu pulvérises sur les feuilles, c'est ça? Oui, on pulvérise sur les feuilles, ouais. Et on pulvérise aussi du savon noir aussi, j'ai déjà fait aussi savon noir quasi tout seul.
Et pour la cloque du pêcher, je trouve que ça marche vraiment très bien. C'est une macération huileuse à l'ail. Donc c'est vraiment broyer de l'ail. Donc je crois que c'était 100 grammes d'ail dans de l'huile. Je sais plus combien d'huile, il n'y avait pas beaucoup d'huile. On laisse macérer comme ça 12 heures, 12 à 24 heures. Et après, donc, on filtre, on met dans 1 litre d'eau et on laisse comme ça macérer 1 semaine. Et après, on redilue à 5%, je pense. Et on fait ça vraiment tout au débourrement, on fait des pêchers, et 15 jours après. Et sincèrement, enfin, moi, maintenant, c'est ce que je conseille vraiment à mes clients, parce que sur les pêchers que j'ai dans mon verger, voilà, j'ai constaté qu'il y avait vraiment un effet positif de ça. Et donc, on n'attend pas le problème, c'est en préventif, quoi. En préventif, ouais. Et oui, ce que je leur conseille, c'est vous laisser, la première année, vous laissez, vous voyez un petit peu si, parce que la cloque, ça dépend vraiment de l'environnement et des environnements qui sont fort favorables, plus humides, etc., qui vont favoriser vraiment la cloque. D'autres qui le sont moins. Ça dépend aussi de la variété. Il y a des variétés qui sont quand même plus rustiques que d'autres. Et donc, voir un petit peu, en fait, la première année, est-ce qu'il a beaucoup de cloques, pas beaucoup de cloques. Et la deuxième année, quand on sait qu'il y a de la cloque, agir préventivement, alors à ce moment-là. Après, voilà, je pousse pas non plus à appliquer des purins, etc. On peut avoir des maladies. Donc, nous, on est une pépinière qui est certifiée, qui a signé la charte Certifruit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Certifruit? Donc, c'est vraiment, c'est en collaboration avec le Centre de recherche agronomique de Gembloux. Donc, en fait, on valorise vraiment les anciennes variétés fruitières qui ont été sélectionnées, en fait. Donc, le travail, en fait, du Centre de recherche de Gembloux, ça a été, il y a déjà quelques dizaines d'années, de rassembler dans des vergers conservatoires des variétés anciennes. Donc, ils ont retrouvé en Belgique, dans le nord de la France. Et ils ont mis dans un verger où ils n'ont jamais pulvérisé de pesticides. Et de là, en fait, sont ressorties des variétés qui semblaient beaucoup plus tolérantes. Donc, on dit bien tolérantes aux maladies, donc pas résistantes. Donc, c'est-à-dire qu'on voit peut-être quelques taches de maladies, de tavelure, par exemple, mais qui vivent très bien avec ces maladies, qui donnent des fruits qui sont tout à fait corrects. Et dans ce verger, en fait, le centre de recherche a sélectionné des variétés qui étaient aussi intéressantes au niveau gustatif, au niveau de conservation ou au niveau culinaire aussi. Et c'est comme ça qu'on les a remis en avant. Donc c'est ce qu'on appelait avant les variétés de Gembloux. Et maintenant, on les a mis sous cette charte Certifruit pour les remettre en avant. Et en signant la charte Certifruit, on s'engage en fait en tant que pépiniériste à garantir la traçabilité. Donc tous les arbres possèdent une étiquette qui donne vraiment le porte-greffe et la variété. Et donc on garantit en fait la variété. Et on insiste en fait énormément sur l'importance du porte-greffe, que des fois on ne retrouve pas beaucoup en jardinerie, et alors que je veux dire c'est primordial parce qu'on peut avoir un bastige. Donc en effet, il est greffé à 50 cm du sol, mais il est greffé sur un porte-greffe très vigoureux et il vous donnera un arbre qui sera aussi grand qu'un haut-tige à terme. Alors que voilà, le porte-greffe, il y a des porte-greffes qui sont nanifiants, des porte-greffes qui donnent une vigueur moyenne et des porte-greffes vraiment très vigoureux qui peuvent donner des hautes tiges à ce moment-là. Et donc c'est ça qu'on essaye vraiment, et que j'essaye vraiment de faire comprendre aux gens, parce que des fois c'est difficile aussi, c'est que vraiment c'est le porte-greffe qui conditionne la taille adulte de l'arbre. Parce que des fois on pense oui mais c'est un bastige, oui mais non, c'est le porte-greffe, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le porte-greffe qui conditionne sa taille adulte. Encore que sur la taille, on a souvent l'information, mais c'est par exemple sur l'adaptation au sol, là on n'a vraiment aucune information. Oui, Même en général, la plupart des pépiniéristes sont juste revendeurs et ne savent même pas, je ne sais même pas s'ils savent vraiment... S'ils savent le porte-greffe, non, je pense pas, ouais. Oui, le porte-greffe, il permet ça aussi, donc il permet de donner la vigueur de l'arbre et il permet d'adapter l'arbre à des conditions de sol qui parfois peuvent être plus difficiles, quoi. Ici, je vais dire, dans notre région et dans les pépiniéristes de Wallonie, on utilise quand même des porte-greffes qui sont fort similaires. Donc on a des sols qui sont similaires et voilà, la gamme de porte-greffes pour un bastige par exemple est plus ou moins la même, pour un demi-tige plus ou moins la même et pour un haut-tige aussi, quoi. Mais je sais qu'en France, ils ont des variations de sol qui sont beaucoup plus importantes et forcément, on doit avoir des porte-greffes qui s'adaptent à des sols beaucoup plus secs ou des sols plus calcaires. Voilà. Mais est-ce que les arbres produits ici peuvent s'adapter aux sols ardennais, argileux, acides
Il pourrait, oui, parce que par exemple là où je travaillais, ben voilà, on a quasi les mêmes porte-greffes aussi, quoi. Ouais. Il y a plus une question de variété à ce moment-là, parce que bon, ils ont des hivers plus rudes, par exemple, ben, les pêchers seront moins adaptés, par exemple, à leur climat ardennais, que chez nous, ben on peut franchement plus envisager des cultures avec des floraisons plus hâtives. Donc c'est plus ça leur problème, quoi. Mais au niveau du porte-greffe, il n'y a pas des grosses différences, franchement. Est-ce que tu veux nous partager des anecdotes que tu aurais avec des arbres Non, enfin c'est plus quand j'étais petite, c'est vraiment cet amour pour les végétaux et que j'ai commencé ça depuis toute petite. J'avais j'avais dit comme au début que c'était plutôt des plantes d'appartement en fait, c'était plutôt des plantes d'intérieur. Et je multipliais, et maman qui devait suivre en fait avec toutes ces plantes, et donc on en avait plein dans la véranda, et tous les ans on allait à la Ducasse de Mons, parce que je suis de Montoise à la base, et Ducasse de Mons, il fallait toujours revenir avec plusieurs plantes pour les ramener à la maison, et puis après essayer de les multiplier par marcotage, par bouturage, et c'est vrai que ça m'a jamais vraiment quitté en fait, de toujours apprendre sur les plantes. Et pas une en particulier Ah non. Non. Non, il n'y en avait pas une en particulier, non. C'était, j'aime bien apprendre la diversité, en fait, et de savoir que chacune, elles ont leur manière de fonctionner, leurs besoins, et de justement apprendre qu'est-ce qu'elles ont besoin, quoi. Et est-ce que tu as un arbre préféré, que ce soit pour des raisons esthétiques ou voilà, pour ses fruits ou... Il y en a beaucoup que j'aime bien. Ici, celui que j'apprécie en ce moment, on va dire, c'est plutôt le kaki, parce que j'adore ce fruit-là. Et en fait, je le trouve aussi très beau quand il se part de ses couleurs d'automne. Il est orange, rouge. Donc, il est vraiment très beau aussi en automne, et même en période végétative. Voilà, c'est un arbre qui a de belles feuilles, qui est très agréable à regarder, et en plus, il donne de très bons fruits, quoi. Donc oui, je dirais celui-là pour le moment en tout cas, mais il y en a plein d'autres. Je dirais ce qui me donne vraiment la passion en fait pour la pépinière, c'est la production, donc c'est d'avoir vraiment de renouveler, d'essayer de nouvelles choses, que les arbres soient de plus en plus beaux, que j'ai de plus en plus facile. Et à côté, en fait, c'est vraiment ce contact avec les clients, et de pouvoir les conseiller, de pouvoir leur dire mais non, il faut commencer comme ça, il faut tailler comme ça au début, et le fait qu'ils reviennent vers moi et qu'ils n'ont pas peur de me reposer des questions, de me redemander conseil, et c'est ça que j'aime vraiment bien, c'est que je me dis il y a mes arbres qui partent chez eux, et je pense que ils ont trouvé un endroit, une maison, et qu'on va bien s'occuper d'eux, et quand un client, ils viennent de planter leurs arbres et ils m'envoient une photo, en fait, de leur plantation, je trouve ça super gai et super valorisant, en fait. Ouais. Et tu continues de suivre un peu leur vie, quoi. Oui, d'avoir des nouvelles, ouais. Oui, puis c'est une façon aussi un peu de former les gens. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont novices aussi là-dedans, et si on les encadre pas un petit peu et on les met pas en garde aussi, attention, mais arroser très bien au printemps été suivant, parce que sinon s'il y a des canicules, l'arbre aura vraiment du mal. Il y a quand même des petits trucs qu'il faut absolument leur donner quand même quand ils viennent chercher leurs arbres, quoi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez suivre les pépinières de la Hunelle sur Facebook, le lien est dans la description. Voici qui conclut un triptyque sur les arbres fruitiers. Ce n'était pas prémédité, ce sont juste les aléas des rencontres. Dans les prochains épisodes, nous aborderons des thèmes plus forestiers. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, abonnez-vous sur les différentes plateformes dédiées au podcast ainsi qu'aux pages Facebook et Instagram. Et si vous souhaitez m'encourager à produire plus de podcasts, vous pouvez m'offrir un café sur la plateforme sécurisée, la bien nommée Buy Me a Coffee.